Eh bien, on va commencer sans prendre de retard. Donc on va vous parler d'un sujet ancien, 1925, Stein-Leventhal, syndrome de l'ovaire polykystique. Puis ce syndrome a changé petit à petit de présentation. Quand j'étais interne, on parlait de dystrophie ovarienne entre la femme normale et l'ovaire polykystique. Et maintenant, l'ovaire polykystique, eh bien, Geoffroy Robin nous dira à quel endroit il faut mettre le curseur. Et j'aimerais pas être à sa place. Voilà. Donc, on va inverser les présentations parce qu'on a trouvé plus logique que de me donner la parole en premier, puisque je vais essayer de vous parler un peu de physiopathologie de l'ovaire polykystique. En second, donc, Geoffroy Robin va nous dire diagnostic mais non troppo. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ouvre la porte de mes clientèles, je leur dis « Vous venez pour une endométriose ou un ovaire polykystique ?» J'ai même plus besoin de poser les questions. Et puis après, Joël Belaïch va nous parler du traitement de la fertilité de l'ovaire polykystique. Merci Christian. Je te laisse la parole en premier. Donc on va parler de physiopathologie du SOPK. Alors c'est vrai que le SOPK, c'est un syndrome qui est extrêmement fréquent puisque c'est l'endocrinopathie la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer et qui se présente sous des formes cliniques extrêmement différentes et qui nous pose quand même des problèmes diagnostiques. Et quant à la physiopathologie, en fait, il semblerait quand même qu'on avance, qu'on ait des avancées, qu'au départ on pensait que c'était une maladie essentiellement de l'ovaire et a priori c'est pas si sûr que ça. Donc je pense que Christian va nous éclairer. Merci Christian qui est gynéco-endocrino et qui connaît très bien les problèmes d'insulino-résistance. Merci Christian. Merci de m'avoir invité. Et donc je vais vous parler d'un aspect très particulier de l'ovaire polykystique. Je vais beaucoup insister sur un critère qui est soit promoteur, soit initiateur du syndrome de l'ovaire polykystique. Voilà mes liens d'intérêt. Alors, première question, l'ovaire polykystique, on parle de syndrome de l'ovaire polykystique. Alors, la différence de principe, c'est qu'une maladie, c'est une entité caractérisée par des causes, des symptômes, une évolution, des possibilités thérapeutiques propres. Et la définition d'une maladie de l'OMS, ça va être très important, c'est que ça altère la qualité de vie ou l'espérance de vie. Donc je tiens à dire, et je ne veux pas couper l'herbe sous le pied de Geoffroy, une image échographique n'est pas une maladie. Ça altère rien du tout. Donc commençons par supprimer les diagnostics d'ovaire polykystique où ils arrivent uniquement avec une image échographique et sinon tout va bien par ailleurs. Bon, ça c'est important. Alors un syndrome, c'est un ensemble de plusieurs symptômes. Donc c'est déjà beaucoup plus flou. Et donc si on parle de traitement de syndrome, on parle forcément de traitement de symptômes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de traitement. Et puis, moi, c'est quelque chose qui m'est assez cher, c'est qu'en fait, je pense que l'ovaire polykystique est quelque chose qui est une maladie congénitale, parce qu'on a des marqueurs potentiels de risque d'ovaire polykystique liés à des phénomènes probablement liés à la grossesse de la jeune fille ou de la femme future, et la révélation environnementale, c'est-à-dire qu'on voit tous les jours des femmes qui ont des règles régulières qui sont parfaites, elles se marient, elles prennent 5 kilos, le mariage ça fait grossir, enfin c'est mon excuse à moi, elles prennent 5 kilos et là les règles deviennent irrégulières et elles rentrent dans l'ovaire polykystique. Donc pour moi, on se rapproche de plus en plus de la maladie par rapport à ce que je vais vous dire, mais cette maladie n'existe que souvent, sauf dans sa forme caricaturale du syndrome de Stein-Leventhal, cette maladie n'existe que quand il y a des révélations environnementales, et je reviendrai tout à l'heure. Alors, les critères de diagnostic, je ne vais pas y revenir, c'est Geoffroy qui va en parler. Donc, en France, on retient... Alors, il y a plusieurs définitions. Il y a plutôt... Les Américains sont un peu différents de nous, mais nous, on utilise les critères de Rotterdam, qui est à peu près aujourd'hui mondialement reconnu. Et vous allez voir que ces critères de Rotterdam ne sont pas si faciles à caractériser. Voilà. Alors, et puis je voulais mettre cet article qui a été publié dans le British Medical Journal d'un Australien
qui a fait tout un article en disant qu'à force d'élargir les diagnostics d'ovaires polykystiques, on était plutôt délétère que positif parce qu'on crée des problèmes psychologiques aux femmes. Et quand un radiologue dit, et c'est une honte, vous avez l'ovaire polykystique parce que vous avez telle image, elle ne va plus dormir pendant des années parce qu'elle va être persuadée qu'elle est stérile. Et on va voir que la stérilité de l'ovaire polykystique est plus que discutable. Alors, qu'est-ce que c'est que... Alors, dans les critères de Rotterdam, il y a la régularité du cycle. Déjà, quand on regarde les définitions de la régularité du cycle, c'est 25-35 jours. Donc, c'est... Bon, encore une fois, c'est arbitraire. Et donc, c'est quoi des cycles réguliers? Et puis, on vit quelque chose, en tout cas, moi, je vis tous les jours, et ça, c'est avec Joël Belaïch qu'on a défini ça, ça s'appelle l'OPK Canderel. Tu te souviens, Joël? Qu'est-ce que c'est que l'OPK Canderel? Les OPK ont tendance à grossir, on va voir pourquoi. Et comme elles ont tendance à grossir, elles se mettent au régime. Et quand elles se mettent au régime, on ne sait plus à quel sein se vouer. Ont-elles une aménorrhée hypothalamique? Ont-elles un ovaire polykystique? Ou ont-elles les deux? Ou ont-elles aucun des deux? Et donc, sur le plan biologique, par exemple, donc, il faut faire très attention donc, aux troubles nutritionnels dans l'ovaire polykystique. Alors, très rapidement, et Geoffroy en parlera, on ne peut pas faire un diagnostic d'ovaire polykystique sur une échographie parce que les signes échographiques n'ont aucune valeur avant l'âge d'une vingtaine d'années. Hein. Et puis, on ne peut pas parler d'ovaire polykystique quand une femme est sous microprogestatif, sous-progestatif, en anorexie mentale, etc., etc. Et puis en plus, le nombre de follicules, et Geoffroy probablement va insister là-dessus, dépend du plan de coupe et de l'appareil avec lequel on le fait. Et puis là, je voudrais revenir parce que ça va rentrer dans la physiopathologie. Dans la physiopathologie, il y a l'hyperandrogénie ou l'hyperandrogénisme. L'hyperandrogénie, c'est l'élévation des androgènes. Et le cut-off de la testostérone totale est aux alentours de 0,8 nanogrammes par millilitre pour parler de l'ovaire polykystique. Et donc, à ce niveau d'ovaire polykystique, d'hyperandrogénie, eh bien, on n'aura un hirsutisme que si on a une sensibilité particulière de la peau aux androgènes. Et donc, par exemple, si on prend le bassin méditerranéen où la pilosité est omniprésente dans tous les pays du bassin méditerranéen, eh bien, ça veut dire que vous allez trouver faussement beaucoup plus d'ovaires polykystiques dans les pays où il y a une pilosité développée. Alors, la biologie peut nous aider au diagnostic, mais ne permet pas de faire le diagnostic. Et donc, il y a le nombre de follicules à l'échographie, mais l'AMH, alors le cut-off de l'AMH aujourd'hui, pour parler d'ovaire polykystique avec une bonne sensibilité et spécificité, c'est qu'il faut avoir à peu près au-delà de 7 nanogrammes par millilitre d'AMH, et on y reviendra tout à l'heure. Et puis surtout, éliminer les autres causes. Alors, j'arrive dans mon topo, après je ne vais pas tout faire le topo de Robin. Donc, quelles sont les causes de l'ovaire polykystique? Et pour l'instant, on n'en sait pas encore grand-chose. Donc, on a parlé au début de l'hypersensibilité de la LH. Et puis, vous allez voir que moi, je vais vous parler d'une notion peu connue qui est une anomalie de la régulation de l'épimérase, c'est-à-dire une anomalie de la régulation du métabolisme du glucose dans l'ovaire. Et l'insulinorésistance. Alors l'insulinorésistance, en fonction du type de critères que l'on prend pour l'insulinorésistance, on peut le trouver dans 50 à 70% des cas, des femmes ont une insulinorésistance. Alors l'insulinorésistance, c'est le tour de taille. C'est ce qui est le plus simple. Et si vous voulez faire de l'endocrino, vous demandez un test, le nom m'échappe à l'instant, merci de m'aider, HOMA-test, vous pouvez demander un HOMA-test, mais ce n'est pas nécessaire pour faire le diagnostic, souvent le tour de taille suffit. Et puis il y a des facteurs congénitaux et ou génétiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des familles d'ovaires polykystiques, peut-être, et puis on a fait des ovaires polykystiques expérimentaux chez l'animal, en injectant de l'androgène à la femelle gestante.
Et donc là, on a créé quelque chose qui ressemble à l'ovaire polycystique. Et chez la femme, et alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une hyperandrogénie pendant la grossesse, on a une anomalie de la distance ano-vulvaire, c'est-à-dire qu'une augmentation de la distance ano-vulvaire. Et il y a un certain nombre de papiers qui ont montré que les femmes qui ont un ovaire polycystique ont statistiquement une augmentation de la distance ano-vulvaire, ce qui laisse à penser qu'elles ont eu une hyperandrogénie pendant, mais il ne faut pas le mesurer, hein, c'est statistique, qu'elles ont eu une anomalie pendant la grossesse. Et puis très récemment, j'ai entendu un très bel exposé sur l'AMH chez la femme enceinte d'une jeune fille qui va devenir ovaire polycystique. Donc pour l'instant, clairement, pour moi, l'ovaire polycystique est une maladie congénitale. C'est une maladie congénitale, et mais qui s'exprimera ou pas en fonction de ce qui va se passer. Alors, fertilité et ovaire polycystique, eh bien, là non plus, je ne vais pas parler à la place de Joël, mais la fertilité dans des femmes de l'ovaire polycystique est quasiment normale quand on arrive à les faire ovuler et très corrélée au taux des androgènes à l'hyperandrogénie. C'est-à-dire que l'ennemi de l'ovaire polycystique pour la fertilité, c'est l'hyperandrogénie. Alors, et puis, qu'est-ce que cette insulinorésistance? Alors, l'insulinorésistance fait partie des anomalies métaboliques que l'on trouve dans environ 30% de la population occidentale. Et un peu moins dans les pays asiatiques et un peu plus aux États-Unis. Donc ça s'appelle le syndrome métabolique. Et donc ce syndrome métabolique qui touche 30% de la population va donner des expressions différentes en fonction de la génétique de chaque individu. Certains vont développer une hypercholestérolémie, d'autres une hypertension artérielle, d'autres un diabète de type 2 et les femmes un ovaire polycystique. Donc l'ovaire polycystique est à mon sens révélé par l'insulinorésistance. Et donc ça se produira en fonction de son patrimoine génétique. Alors, qu'est-ce que l'insuline? L'insuline est une hormone que vous connaissez tous qui sert à la régulation du métabolisme du glucose, mais aussi l'insuline est un promoteur des divisions cellulaires et ça, c'est indépendant de l'effet métabolique. Et on sait par exemple qu'un des meilleurs marqueurs du risque de cancer du sein chez une femme de 50 ans, c'est le syndrome métabolique, c'est-à-dire que les femmes qui à 50 ans ont un syndrome métabolique ont beaucoup plus de risques que les autres de développer un cancer du sein. Donc il y a un effet métabolique de l'insuline et un effet promoteur des divisions cellulaires. Et alors maintenant, quand on a une insulinorésistance, eh bien, un syndrome métabolique ou un ovaire polycystique, eh bien, on a une augmentation très nette des cancers féminins. Ça va faire partie des effets secondaires long terme de l'ovaire polycystique. Et donc, on voit que ces femmes ont une augmentation du risque de cancer du sein, de l'ovaire, du côlon, du foie, et vous le voyez sur cette diapositive. Donc, l'insulinorésistance est un promoteur des cancers et augmente le risque de cancer. Et les femmes qui ont des ovaires polykystiques, pour peu qu'elles gardent leur insulinorésistance, n'y échapperont pas. En ce qui concerne les risques métaboliques, eh bien, les femmes qui ont un ovaire polykystique ont beaucoup plus de risques, c'est en risque relatif, environ 2 fois plus de risques de développer une hypertension artérielle, 3 fois de diabète de type 2, 7 fois d'hypercholestérolémie, et donc augmentation des AVC. Et pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie au dernier article, au dernier journal de Fertile Stérile qui est paru la semaine dernière, où il y a 5 articles, je crois, sur les risques métaboliques de l'ovaire polykystique et des maladies cardiovasculaires et du syndrome d'insulinorésistance. Alors maintenant, que se passe-t-il entre l'ovaire et l'insuline? Eh bien, l'insuline agit au niveau de l'ovaire par l'intermédiaire probablement d'un deuxième facteur qui n'est pas une vitamine, puisqu'on est capable de le synthétiser, qui s'appelle les inositols. Et ces inositols, il y en a 2. Il y en a une
qui s'appelle le déchiroinositol et l'autre le myoinositol. Et le passage de l'un à l'autre, du myoinositol vers le déchiroinositol, est sous la dépendance d'une enzyme qui s'appelle l'épimérase, et cette épimérase est insulinodépendante. En d'autres termes, quand on a un hyperinsulinisme, on a une activation de cette épimérase et on transforme donc le passage du glucose grâce au déchiroinositol vers la mise en réserve du sucre. Ça se passe dans le muscle, ça se passe dans le cœur, mais ça se passe aussi au niveau de l'ovaire, et que quand on a un excès de déchiroinositol dans l'ovaire, eh bien, on favorise le fonctionnement de la TEC. Et le fonctionnement de la TEC, c'est l'hyperandrogénie. En revanche, si vous avez une augmentation du myoinositol dans l'ovaire, eh bien, vous avez plutôt une stimulation folliculaire qui conduit à l'ovulation. Et donc, probablement une des anomalies de l'ovaire polycystique, c'est ce passage, cette insuline qui stimule l'épimérase et qui dévie le métabolisme du glucose vers le déchiroinositol à la place du myoinositol. Et qu'est-ce qui se passe quand on regarde dans l'ovaire? Ce qui se passe, eh bien, quand on mesure l'épimérase, eh bien, on voit que l'épimérase est beaucoup plus élevée dans l'ovaire polycystique, avec donc dans l'ovaire polycystique une diminution du ratio myoinositol sur déchiroinositol. Et donc, voilà le schéma que j'ai créé sur ce sujet. Donc, vous avez une insulinorésistance, maladie métabolique congénitale à révélation environnementale, qui va vous donner un syndrome métabolique et des risques cardiovasculaires, et qui va vous donner une augmentation d'un certain nombre de cancers. Au niveau de l'ovaire, eh bien, l'insuline est augmentée du fait de l'insulinorésistance, stimule l'épimérase et transforme donc le myoinositol en déchiroinositol et fait basculer le métabolisme ovarien vers la TEC plutôt que vers la granulosa. La TEC induisant, donc cette augmentation de la TEC l'insuline aussi augmente la pulsatilité de la LH, donc stimule la TEC, donc produit une production d'androgènes et bloque l'ovulation. Quand on donne du myoinositol, eh bien on a plutôt un effet positif sur la granulosa, pas d'augmentation de la LH, mais surtout ce qui est important, c'est que l'augmentation des androgènes liés à la stimulation de la TEC induit une baisse de la SHBG. Cette SHBG est un des facteurs majeurs de l'hyperandrogénie, qui est donc un des effets secondaires, pas secondaire, ce qui est un des marqueurs, un des 3 marqueurs du risque de SOPK. Alors comment traiter le SOPK? Pour moi, traiter le SOPK, c'est traiter l'hyperinsulinisme en première intention. On va y venir. L'exercice physique, la perte de poids, une perte de 5% du poids entraîne une très forte augmentation du risque des chances ovulatoires, et puis de faire baisser l'insuline soit par la metformine, soit par le myoinositol, on va les comparer tout à l'heure. Et donc on réoriente le métabolisme ovarien vers la granulosa au détriment de la TEC, et puis on peut aussi diminuer la production d'androgènes, ça s'appelle la pilule. On peut aussi, cette diminution du métabolisme d'androgène va faciliter les ovulations. Il y a un article récent qui montre que quand on traite l'hyperandrogénie, on améliore la fertilité ultérieurement, et puis faciliter l'ovulation, Joël en reparlera. Et puis donc on peut aussi donner la pilule. Pourquoi? Parce que la pilule va augmenter la SHBG et diminuer le taux de testostérone libre. Alors, la méta-analyse de JCEM montre que le vrai traitement de l'ovaire polycystique, c'est l'hygiène de vie, l'exercice physique, diminuer l'insuline. Là-dessus, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de discussion. Alors,
Que se passe-t-il quand on donne du myo-inositol? Eh bien, vous voyez qu'on diminue la testostérone, on diminue la testostérone libre, on diminue quelques anomalies métaboliques, en particulier à l'hyperinsulinisme et l'hypertriglycéridémie, et on améliore nettement les ovulations. Alors, quand on compare metformine versus myo-inositol, que voit-on? Eh bien, il y a beaucoup plus d'ovulations avec le myo-inositol comparé à la metformine. Il y a plus de grossesse spontanée et de naissance. Alors, quand on compare toujours, cette fois, l'amélioration de l'ovulation versus placebo en bleu, on voit que le myo-inositol multiplie par 2 les ovulations par rapport à une femme qui n'en prend pas et multiplie par 2,5 le taux d'ovulation comparé à la metformine. L'amélioration des cycles et l'amélioration des grossesses, toujours sous myo-inositol. Alors, traiter le SOPK, je l'ai dit, c'est traiter les symptômes. Traiter les symptômes, la pilule, alors, n'en déplaise malheureusement au risque thromboembolique, les 3e et 4e générations élèvent davantage la SHBG, donc sont plus efficaces sur l'hyperandrogénisme, mais il y a un papier aussi qui a montré qu'il existait un peu plus de thrombose veineuse chez les femmes avec ovaires polykystiques, donc à utiliser avec modération. Quand il y a des troubles du cycle, eh bien on peut soit donner une pilule, soit donner du Dufaston, et puis, diminuer la coque ovarienne, ça c'est aussi la pilule, les antigonadotropes. La fertilité, Joël en parlera. Et donc, j'ai terminé. Donc, le syndrome de l'ovaire polykystique, je le répète, maladie probablement congénitale, peut être liée aux circonstances de la grossesse de la future femme, fortement majorée, alors pas dans le Stein-Leventhal où il n'y a pas besoin d'anomalies de comportement, mais fortement majorée par les anomalies du comportement dans la vie quotidienne, le traitement, l'exercice physique, la perte de poids, les insulinosensibilisants, et puis traiter les symptômes, hyperandrogénie ou pas hyperandrogénie, anovulation ou pas anovulation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christian. C'est très clair, la physiopathologie. On voit bien que l'insuline a un rôle clé en fait dans la physiopathologie du SOPK. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous posiez des questions que sur la physiopathie du SOPK, puisqu'ensuite on va parler de la clinique et de la thérapeutique. Donc, ou sinon, on fait tout à la fin, si vous préférez. Alors, gardez vos questions sur la physiopathologie, parce que moi, je trouve ça très important et j'avais quand même des questions à poser, notamment sur le rôle de la MH. Donc après, nous avons le plaisir d'accueillir Geoffroy Robin, que j'ai peut-être pas besoin de vous présenter, mais je vais quand même présenter, qui est MCUPH en gynécologie, andrologie au CHU de Lille, et qui va nous parler du diagnostic, puisque vous savez que le SOPK, c'est un diagnostic qui est souvent donné à tort, et notamment, là je rejoindrai Christian sur le rôle des radiologues qui posent souvent le diagnostic de SOPK sur une image, et c'est assez catastrophique, et parce qu'après, une fois que c'est inscrit dans le cerveau des femmes, en fait, effectivement, elles s'imaginent qu'elles seront infertiles. Donc, merci beaucoup, Geoffroy, de nous éclairer sur les différents tableaux cliniques et sur les facteurs qui permettent de faire ou non le diagnostic. Merci beaucoup, Isabelle. Et bonjour à tous. Un grand merci aux organisateurs de cette session de m'avoir proposé de parler de ce sujet pour quelque chose qui peut sembler comme ça un petit peu bateau, mais en réalité, vous allez voir qu'effectivement, diagnostiquer un SOPK, c'est pas toujours facile, parce que le diagnostic, malheureusement, est très facilement fait par excès, et que ça nécessite vraiment, vous allez voir, une stratégie de prise en charge qui n'est pas très compliquée en soi, mais c'est une gymnastique d'esprit dont on va discuter un petit peu ensemble. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Christian, on parle d'un syndrome qui a été décrit début des années 1900, mais qui en réalité existe depuis la nuit des temps. Il existe effectivement des données qui montrent qu'il existait déjà à la préhistoire des phénotypes de femmes SOPK. Donc c'est quelque chose qui évolue. Voilà, c'était un avantage évolutionnaire, on en parlera peut-être à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est un petit peu moins.
C'est la cause la plus fréquente de troubles de l'ovulation, d'hyperandrogénie, d'infertilité, et effectivement, la problématique, ce sont les critères diagnostiques, puisque selon les critères qui vont être appliqués, ça va représenter 4 à 21% des femmes dans le monde. L'énorme problème de ce syndrome, c'est son appellation. On parle d'ovaires polykystiques, et donc le classique, c'est ces femmes qui arrivent en consultation. « Bonjour docteur, je viens vous voir, j'ai vu un échographiste, il m'a dit que j'avais plein de kystes aux ovaires et que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. » Sauf que ce ne sont pas des kystes, c'est un excès de follicules. Ça aurait dû, je pense, s'appeler le syndrome des ovaires multifolliculaires, ça aurait été déjà un petit peu mieux, et beaucoup moins angoissant pour les femmes. Je ne vais pas faire de physiopathe, ou quasiment pas, mais simplement, il y a ce papier très récent et très bien fait, qui parle bien, et ça illustre vraiment ce qu'a dit Christian tout à l'heure, qu'on parle d'un syndrome. Et en médecine, dans un syndrome, il y a plusieurs maladies. Et dans le SOPK, il y a plusieurs maladies, et c'est ce que montre, vous voyez ici ce diagramme, il y a tout l'aspect des formes qui sont très ovariennes, avec vraiment ces femmes minces qui ont vraiment des ovaires très riches en follicules, souvent des LH très élevés, et qui n'ont pas forcément une insulinorésistance. Vous avez celles qui sont ces fameuses formes métaboliques, ce que nous on appelle on-off, c'est-à-dire elles perdent du poids, tout se corrige, elles reprennent du poids, et ça recommence. Et puis il y a des formes intermédiaires. Et il y a tout un continuum avec une physiopathologie complexe qui fait intervenir des formes probablement génétiques, avec une transmission polygénique, des formes épigénétiques, des formes purement métaboliques, des formes neuroendocrines, et tout ça est lié dans une soupe où aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on n'y comprend pas grand-chose, où on commence un tout petit peu à comprendre. Alors pour rentrer rapidement dans le vif du sujet, je vais répondre à la question de comment on doit aujourd'hui, en 2022, diagnostiquer un SOPK. Et aujourd'hui, c'est vrai, on reste toujours basé, et ça avait été remis en exergue dans les recommandations de l'Eschreux de 2018, sur les critères de Rotterdam. Alors ces critères de Rotterdam, vous voyez, ils ont fait suite aux critères du NIH qui a été en 1990, où pour diagnostiquer un OPK, il fallait avoir une hyperandrogénie, un trouble de l'ovulation, il fallait avoir les deux à la fois, et c'était un OPK. Il n'y avait pas ce critère ovarien échographique. Et finalement, le côté un peu moderne des critères de Rotterdam, déjà, ça a été de mettre les Européens et les Américains qui avaient vraiment des façons de voir ce syndrome qui étaient très différentes. Ils se sont mis autour d'une même table pour essayer de trouver des critères, on va dire, pas les meilleurs, mais peut-être les moins mauvais. Donc pour diagnostiquer un SOPK, il y a 3 critères à prendre en compte qui ont déjà été détaillés tout à l'heure, et il faudra 2 critères sur les 3 suivants. Un trouble de l'ovulation qui le plus souvent s'exprime par un trouble du cycle. Alors c'est pas, j'ai pas des cycles de 28 jours comme tout le monde, mais des cycles de 30 jours, ou parfois je suis réglé au bout de 32, parfois au bout de 28. Ça c'est des cycles peut-être légèrement irréguliers, mais de durée normale. C'est vraiment des vrais troubles du cycle. L'hyperandrogénie, deuxième critère, il peut être clinique et ou biologique. On va voir sur quoi on se base tout à l'heure. Et puis enfin, je passerai un petit peu de temps sur qu'est-ce qu'un OPK échographique, ce que dans la littérature, vous verrez maintenant appelé comme Polycystic Ovarian Morphology. Ces critères, ils sont assez simples, mais pour vraiment pouvoir les appliquer, il faut avoir éliminé toutes les autres causes de troubles du cycle et d'hyperandrogénie. Et on va voir tout à l'heure, j'en parlerai rapidement, qu'une hyperprolactinémie, une forme non classique de bloc 21 hydroxylase peuvent tout à fait donner à peu près le même type de tableau clinique, et du coup, en se basant juste sur une écho et juste sur un interrogatoire, sans faire un minimum de bilan hormonal, on peut passer à côté. Dans les recommandations de l'Eschreux, ils insistent également sur le fait qu'il existe, à partir de ces fameux critères diagnostiques, 4 phénotypes, et maintenant vous verrez beaucoup dans les papiers récents sur le SOPK, depuis 4-5 ans, quand on vous présente une population, souvent on dit, ben voilà, j'avais tant de pourcents de phénotype A, B, C, D. Alors phénotype A, c'est celle qui a le grand chelem. Elle a l'hyperandrogénie, les troubles du cycle, l'OPK écho. Phénotype B, elle n'a pas d'OPK écho, par contre elle a les 2 autres critères, c'était les anciens critères NIH. Le phénotype C, elle n'a pas de trouble de l'ovulation, par contre il y a une hyperandrogénie et elle a des ovaires polykystiques. Et le phénotype D, il n'y a que le trouble de l'ovulation, pas d'hyperandrogénie et il y a l'OPK écho. Donc vous voyez 4 types de phénotypes qui permettent peut-être parfois de...
Alors on voit notamment en repro, il y a en ce moment, peut-être que Joël en parlera, des papiers qui semblent dire que le phénotype A est quand même d'un petit peu moins bon pronostic, mais tout ça, ça mérite d'être confirmé. Alors, qu'est-ce qu'un trouble du cycle? Ça, c'est la grande question dont a parlé Christian tout à l'heure. Et dans les recommandations de l'Echereux, vous voyez qu'ils ont défini, et ça c'est très important, la sévérité d'un trouble du cycle en fonction du moment où on est par rapport aux premières règles, par rapport à la ménarche. Comme on sait que les troubles du cycle sont quand même assez fréquents, notamment dans les 2 ans qui suivent les premières règles, eh bien vous voyez qu'on va vraiment s'adapter en fonction de la ménarche. Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que plus on s'éloigne de la ménarche, plus effectivement on doit espérer avoir des cycles de durée normale. Et quand ce n'est pas de durée normale, c'est qu'il y a probablement un trouble de l'ovulation. Pour ce qui est de l'hyperandrogénie clinique, il y avait eu la conférence de consensus d'Escobar-Montréalais qui avait mis en avant 3 signes qui devaient être recherchés. Une acné qui doit être sévère et sur au moins 2 zones du corps. L'hirsutisme, qui va être évalué par le score modifié de Ferryman et Galloway que vous voyez avec un seuil, on va dire, pour les Européens qui est autour de 6-7. Et puis, mais c'est un score qui est très discutable parce qu'il y a une très grande variabilité inter-observateur et probablement un petit peu aussi intra-observateur. Et enfin, l'alopécie androgénogénétique. Pour l'hyperandrogénie biologique, là c'est très compliqué et ça rend aussi les choses difficiles dans le diagnostic. C'est que si on voulait vraiment être très précis, il faudrait pouvoir évaluer de façon vraiment pointue la testostérone libre et la testostérone biodisponible. Or, aujourd'hui, la plupart des dosages qui se font en immuno-enzymologie classique ne sont pas performants chez la femme parce qu'on est sur vraiment des taux qui sont très très bas. Et donc, dans les recommandations de l'Echereux que vous voyez là, ils disent que c'est vraiment ce qu'il faudrait faire, mais en utilisant toutes les techniques très récentes de spectrométrie de masse avec chromatographie qui permettent vraiment d'isoler et de doser ça. Mais ça ne se fait absolument pas en ville aujourd'hui ou dans très très peu de laboratoires. Et donc finalement, ce qui avait été montré par un papier d'une équipe japonaise avec Ricardo Aziz, c'est qu'il y avait a priori quand même un intérêt à la testostérone totale qui resterait, en tout cas dans les techniques de dosage classique, le moins mauvais marqueur. Troisième critère, c'est l'échographie. L'échographie, alors il y a des critères qui ont été définis, il y a le volume ovarien. Alors pour le volume ovarien, c'est 10 millilitres ou 10 cm3, c'est ce qui avait été défini lors du conférence de consensus de Rotterdam, et on évalue par la formule de l'ellipsoïde, donc on prend en centimètres la longueur, la largeur, l'épaisseur et on multiplie par 0,5, et dès qu'on a un ovaire qui mesure plus de 10 millilitres, sur lequel il n'y a que des follicules de moins de 10 mm, ça c'est très important, et bien à ce moment-là, on peut considérer que c'est un équivalent d'OPK échographique. Ce qui avait été montré à l'époque dans la plupart des études, et c'était Sophie Jonard chez nous qui avait travaillé là-dessus, c'est que finalement, on avait, nous, un marqueur un petit peu plus pertinent que le volume ovarien. Vous voyez que le volume ovarien, ici, à 10 millilitres, offre un compromis sensibilité-spécificité qui est un peu moyen et qu'on est quand même meilleur lorsqu'on utilise la surface ovarienne. Et donc on avait publié finalement l'intérêt de cette surface ovarienne qu'on fait en échographie. Donc on va prendre l'ovaire, on va finalement essayer de le dérouler dans son plus grand axe, vérifier qu'il n'y ait pas de macrofollicules ou de kystes, et on va faire le contour de l'ovaire en utilisant ce qu'on appelle la surface tracée, surtout pas en utilisant l'ellipsoïde qu'on utilise souvent en obstétrique. Là, c'est vraiment, il faut faire, comme c'est des ovaires qui ont quand même des aspects morphologiques particuliers, il faut vraiment faire la surface tracée. Et avec ça, nous, c'est vrai que c'est maintenant ce critère-là qu'on utilise pour évaluer le volume ovarien. Et a priori, c'est quelque chose qui est relativement bien accepté, puisque dans tous les papiers qu'on publie, ça ne pose aucun problème sur le plan méthodo. Et le deuxième aspect, ça va être le comptage folliculaire. Donc le comptage folliculaire, c'est un comptage qui se fait de façon dynamique. Alors ça peut se faire en 2D ou en 3D. Vous pouvez faire aussi une acquisition en 3D du volume ovarien et regarder ensuite, compter vos follicules. Nous, on l'avait fait et finalement, c'est à peu près équivalent au comptage folliculaire en temps réel. Ce qu'il faut bien, c'est vraiment compter toutes les images liquidiennes qui sont strictement inférieures à 10 mm, qui représentent les follicules en trop au sein de l'ovaire. Alors, quel seuil ? Le seuil initial, celui qui avait été retenu lors de la conférence de Rotterdam, c'était un seuil à 12 follicules par ovaire. Et puis,
avec ce seuil, on avait un compromis sensibilité-spécificité qui était plutôt acceptable, et c'est ce qui avait été retenu par ce groupe d'experts. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai commencé mon internat en 2004 à Lille, pile après la publication de ces papiers. Et donc, voilà, on avait notre prévalence d'OPK qui était classique. Et puis, on a changé d'appareil d'écho pour un Philips avec des sondes un petit peu plus performantes. Puis là, on avait l'impression de voir de plus en plus d'OPK. Et quand on est passé à nos Voluson General Electric, on avait quasiment 35-40% des femmes qui avaient des ovaires avec plus de 12 follicules par ovaire. Donc, l'impression qu'il y avait une espèce d'épidémie d'OPK. Et en réalité, et c'est ce qui avait été mis après en avant, et on avait refait un travail là-dessus, c'est que dans le syndrome des ovaires polykystiques et dans l'évaluation des follicules, la performance de l'échographe est extrêmement importante. Plus vous allez avoir une bonne résolution, plus vous allez voir dans le parenchyme des follicules, et donc plus vous utilisez des sondes à très haute fréquence, plus il va falloir revoir à la hausse le seuil pour définir ce qu'est un OPK écho de ce qui ne l'est pas. Et donc, dans les recos de l'Eschreux, que vous voyez apparaître ici en bleu, le seuil qui a été retenu, c'est 20 follicules par ovaire de moins de 10 mm, ou et la présence d'un volume ovarien supérieur à 10 ml. Donc, vous voyez, c'est quand même des choses assez simples, mais encore faut-il que ce soit bien fait. Moi, j'ai dans ma région encore des radiologues ou des gynécologues qui font des échos, qui font juste une photo de l'ovaire et qui comptent les follicules sur un plan de coupe. Forcément, on a toujours l'impression d'avoir très peu de follicules. Il faut vraiment l'acquisition au complet du nombre de follicules. Et le problème, c'est qu'avoir des ovaires multifolliculaires, c'est-à-dire au moins 20 follicules par ovaire avec des appareils d'écho modernes, eh bien, c'est quelque chose d'assez fréquent. Et on peut avoir ça sans avoir de maladie ovarienne, sans avoir de troubles métaboliques, sans avoir de SOPK. Et il avait été estimé dans plusieurs papiers qu'environ 15 à 20% des femmes ont des ovaires riches en follicules alors qu'elles ovulent parfaitement bien et qu'elles n'ont absolument pas d'hyperandrogénie. Et que plus elles sont jeunes, plus on va observer cet effet-là d'ovaires multifolliculaires. Et donc le risque, c'est finalement de passer sur des diagnostics. Alors par exemple, vous pouvez avoir une patiente qui a une hyperprolactinémie. Elle a une hyperprolactinémie, donc elle a un trouble du cycle. L'hyperprolactinémie, certains auteurs associent avec peut-être un tout petit peu d'acné parce que ça augmente les androgènes surrénaliens. Et vous pouvez avoir de façon fortuite des ovaires riches en follicules. Et si vous vous contentez de « elle a un trouble de l'ovulation, elle a des ovaires riches en follicules, 2 critères sur 3, c'est un OPK », eh bien vous allez passer à côté du diagnostic d'une hyperprolactinémie. Donc il faut vraiment faire attention à ça, j'y reviendrai tout à l'heure très rapidement sur tous ces pièges diagnostiques. Nous avions proposé également nous on s'intéresse beaucoup, vous savez, à l'AMH, et on sait qu'il existe une très forte corrélation entre l'AMH et le nombre de follicules dans les ovaires, en particulier chez les femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques. Et on avait montré que finalement, l'AMH avait un compromis sensibilité-spécificité qui était même un petit peu meilleur que l'échographie pour définir la présence d'un équivalent OPK échographique. Alors le problème, c'est que ces dosages d'AMH sont des dosages qui sont extrêmement variables. Vous avez des dosages de deuxième génération qui sont ce qu'on appelle des dosages semi-automatisés, c'est-à-dire qu'il y a toute une part manuelle qui est très sensible et une part automatisée où il y a une meilleure reproductibilité. Et nous, on avait eu une technicienne de labo qui s'intéressait vraiment énormément à l'AMH et on avait des dosages bien reproductibles et du moment où elle est partie en retraite, ça a été la catastrophe. Et finalement, on a décidé de passer à des dosages automatisés, comme d'ailleurs c'est aujourd'hui recommandé. Et vous voyez quand même qu'à l'époque, on avait défini un seuil à 35 picomoles par litre ou 5 nanogrammes par ml pour parler d'un équivalent OPK écho, et qu'avec le nouveau dosage, on a un seuil qui est un petit peu plus bas. Pourtant, on parle des mêmes patientes. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui utiliser ce marqueur en dehors d'un centre où vous avez défini votre propre seuil. Le dosage d'AMH ne peut pas être utilisé dans le diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques, et c'est ce qui avait été rappelé dans les recommandations de l'Eschreux et également dans des recommandations françaises de la Haute Autorité de Santé qui étaient d'ailleurs remarquablement bien faites et qui n'avaient pas fait parler beaucoup d'elles.
Alors, je vous parlais de ces pièges diagnostiques, je vous ai parlé tout à l'heure de l'association hyperprolactinémie-SOPK. Il y a beaucoup de gens, à un moment, qui ont dit « Ah, dans le SOPK, il y a souvent une petite hyperprolactinémie d'accompagnement, ou une femme qui a une hyperprolactinémie, elle peut souvent avoir des ovaires riches en follicules. » En fait, on avait bien fait le tour de la littérature avec Didier Dewailly, Jacques Jung, et on avait bien vu qu'il n'y a en fait aujourd'hui aucun argument pour dire qu'il y a un lien physiopathologique entre OPK, hyperprolactinémie et quel que soit le sens. Donc ce sont des associations éventuellement fortuites, mais surtout l'hyperprolactinémie, c'est un diagnostic différentiel du SOPK. Pour les formes non classiques de bloc en 21 hydroxylase, c'est pareil, c'est des patientes qui vont avoir un hirsutisme, parfois un petit trouble du cycle, et dans plus de 50% des cas, d'après les études, des ovaires riches en follicules. Donc pareil, vous vous contentez de voir l'hirsutisme, vous vous contentez de voir une écho, vous allez dire c'est un SOPK, alors qu'en fait, si vous n'avez pas dosé la 17-hydroxyprogestérone, vous passez à côté du diagnostic. Et pour les AHF, vous en avez parlé, Christian en a parlé tout à l'heure, eh bien on peut avoir des ovaires riches en follicules et avoir une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, peut-être d'ailleurs sur le mécanisme des OPK Canderel. Alors ça, c'était le volet vraiment sur le diagnostic stricto sensu du SOPK. Deuxième point, et ça c'est important, ça va vraiment dans la suite de ce qu'a dit Christian tout à l'heure, c'est que le SOPK, on a des diagnostics, des phénotypes différents. Alors nous, on ne parle pas des OPK Canderel, je vais citer Christine de Canter, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, qui parlait du SOPK des villes. Donc ça, c'est nos OPK très minces, IMC à 18,5-19, qui ont une vraie dystrophie ovarienne, hein, elles n'ont pas d'AHF. Et puis de l'autre côté, les OPK des champs qui sont beaucoup plus métaboliques avec ce fameux tour de taille, vous voyez, qui est effectivement plus important que la voisine de gauche. Cette insulinorésistance, alors je suis content parce que du coup on a exactement les mêmes chiffres, on la retrouve chez 50 à 70% des femmes qui ont un SOPK, souvent dans un contexte d'obésité androïde, et on sait que cet hyperinsulinisme qui va être secondaire à l'insulinorésistance, c'est un facteur qui va aggraver l'hyperandrogénie ovarienne, comme ça a été démontré tout à l'heure, et que donc cette insulinorésistance, c'est vraiment un révélateur ou un promoteur d'un SOPK, d'une maladie ovarienne dormante chez un certain nombre de patientes, et ça, on va dire, c'est vraiment clairement démontré. Vous avez plein de mécanismes, et ça a été un petit peu revu tout à l'heure. Les mécanismes directs, c'est au niveau du foie, où vous allez avoir des modifications de la synthèse d'un certain nombre de protéines, dont la SHBG, qui vont augmenter la fraction biodisponible des androgènes, et des mécanismes indirects un petit peu plus complexes, qui vont rendre notamment l'ovaire beaucoup plus sensible à la LH, avec une augmentation de l'activité des cellules técales, et donc une hyperandrogénie. Donc c'est vraiment un amplificateur, et donc une patiente qui a une insulinorésistance associée à un SOPK, la première chose à faire, c'est déjà de se débarrasser de ce polluant qu'est l'insulinorésistance, mais c'est vraiment que chez celles qui ont une insulinorésistance. La patiente qui a un BMI à 19, qui a un bilan métabolique parfait, qui est nickel-chrome, on ne va pas lui demander de perdre du poids pour améliorer les choses. Et le problème, et ça c'est important aussi, c'est que l'hyperandrogénie favoriserait aussi l'insulinorésistance par un certain nombre de mécanismes périphériques, et on se retrouve dans un espèce de cercle vicieux où on ne sait plus quelle est la poule et quel est l'œuf, entre j'ai eu une hyperandrogénie qui a favorisé l'insulinorésistance et donc l'hyperinsulinisme, ou un hyperinsulinisme qui favorise l'hyperandrogénie, et ainsi de suite. Et donc finalement, c'est une espèce de cercle vicieux, et c'est pour ça qu'effectivement, il est essentiel de lutter contre l'insulinorésistance, déjà pour limiter l'impact ovarien sur l'hyperandrogénie. Alors comment on dépiste l'insulinorésistance? Il y a la mesure du tour de taille, effectivement, mais l'Echereux en 2018 a vraiment mis le paquet sur l'HPO à 75 grammes de glucose, c'est-à-dire quand même un test assez lourd, mais c'est vrai que nous, on l'a mis en place dans notre hôpital de jour pour être vraiment, on va dire, up-to-date au niveau de la littérature. Toutes les patientes qui ont un désir de grossesse devraient avoir un dépistage d'un éventuel état prédiabétique par une HPO 75 grammes de glucose, et pour les autres patientes, c'est dès que l'IMC est supérieur à 25. Alors je vous dis, dans le Nord-Pas-de-Calais, ça fait beaucoup de monde, hein. On fait beaucoup d'HPO tous les matins, et on retrouve effectivement beaucoup d'intolérance aux hydrates de carbone. On a actuellement un papier qui va sortir là-dessus. Et cette insulinorésistance, elle est l'élément initial de ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qu'il faut aussi rechercher. Et ce syndrome métabolique, il y a des critères internationaux. D'abord, le critère essentiel, c'est celui qui est en bleu foncé, c'est le morphotype androïde, donc
une élévation du tour de taille supérieure à 80 cm. Ça, c'est le critère essentiel. Et il faut 2 critères sur les 4 qui suivent ensuite pour parler d'un syndrome métabolique chez une patiente qui aurait éventuellement un SOPK. Et vous voyez que ces critères sont quand même intéressants. Quand on parle d'élévation de la pression artérielle, ce n'est pas le fameux 14,9, c'est 13,8,5 cm de mercure. Il y a les triglycérides, on en parlait tout à l'heure, donc une hypertriglycéridémie avec un seuil à 1,5. Le HDL, cholestérol, donc c'est l'hypo-HDLémie qui est embêtante, avec un seuil qui est quand même assez élevé à 0,5. Et enfin, l'intolérance aux hydrates de carbone, voire un vrai diabète de type 2. Et donc ça, c'est vraiment, nous, systématiquement, je vous verrai tout à l'heure comment on classifie nos patientes, mais ça fait partie des choses qu'on recherche, notamment dès qu'il y a un surpoids ou une obésité. Et c'est essentiel parce que vous voyez, et ça a déjà été évoqué dans le topo précédent, les femmes qui ont un SOPK, elles ont 3 fois plus de risques d'avoir un diabète de type 2 et donc beaucoup plus de risques à l'avenir, notamment après 40 ans, après 50 ans, parfois même à la ménopause, une fois que leur SOPK ne s'exprime plus, d'avoir des complications cardiovasculaires. Donc c'est essentiel de dépister tous ces éléments-là parce que, indépendamment d'un problème de pilosité ou d'un problème de fertilité, il va falloir engager un suivi complet de ces femmes sur le long terme. Et le SOPK, ça ne s'arrête pas à l'hirsutisme, un trouble du cycle ou un problème de fertilité. Je vous ai mis ici, j'aime beaucoup ce joli schéma qui vous montre finalement toutes les complications, tous les signes cliniques qui vont être associés à ce syndrome finalement très complexe sur tout le long terme. Et finalement, c'est essentiel de voir que ces femmes, et ça c'est des données assez récentes, ont une qualité de vie qui est significativement plus médiocre ou moins bonne que les femmes qui n'ont pas de SOPK. Et ça, maintenant, il y a une littérature très bien faite qui est en train de sortir. Il y a plus de comorbidités anxio-dépressives, une estime de soi qui est beaucoup plus basse et effectivement derrière des problématiques psychologiques sur le long terme. Et donc, pour ces patientes-là, aujourd'hui, on plaide de plus en plus pour, on fait le diagnostic, certes, comme dans les livres, comme je vous ai montré, mais après, on s'intéresse aussi à comment se sentent ces femmes. Elles ont une obésité, elles ont un hirsutisme, une acné importante, des cycles qui sont très irréguliers avec des phénomènes de ménorragie. Normal qu'on ne se sente pas bien dans sa peau. Et donc, il va falloir prendre ça en charge, et ça fait partie un peu de la dimension humaniste de la prise en charge de cette pathologie endocrinienne. Et donc, cette pathologie, c'est vraiment un message important aujourd'hui, c'est on ne doit pas s'arrêter à « elle vient pour un hirsutisme, je vais lui filer l'aspirono, de l'androcure ou je ne sais quoi, ou une pilule œstroprogestative, elle vient pour une infertilité, je vais lui mettre un coup de clomide ». Non, on va ces patientes-là, il faut vraiment les informer sur le fait qu'il ne faut surtout pas diaboliser le syndrome, hein, surtout pas. Mais il ne faut pas non plus trop le banaliser, et en tout cas encourager un suivi sur le long terme du moment où vous faites le diagnostic, finalement, vous voyez, tout au long de la vie de ces femmes. Alors, en pratique, pour résumer le topo, la première chose, la première étape, c'est est-ce qu'il s'agit d'un SOPK ? On applique les critères de Rotterdam en éliminant tous les diagnostics différentiels. Je dose la prolactine, je dose la 17-hydroxyprogestérone, j'élimine un déficit gonadotrope, voire j'élimine parfois un syndrome de Cushing. C'est un SOPK, est-ce que c'est un A, un B, un C ou un D ? Et enfin, est-ce qu'il y a une insulinorésistance ? Et si oui, est-elle associée ou non à un syndrome métabolique ? Et donc toutes nos patientes sont en hôpital de jour, quand on fait les bilans, classés comme ça. C'est un SOPK de phénotype A, B, C ou D, avec ou sans insulinorésistance, avec ou sans syndrome métabolique. Et tout ça va guider, bien sûr, la stratégie de prise en charge de ces femmes pour la suite. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je répondrai donc à vos questions tout à l'heure. Merci beaucoup Geoffroy pour ta présentation extrêmement claire, complète, comme d'habitude. Donc, vous gardez vos questions pour la fin de la session. Donc, voilà, nous allons continuer avec Joël Belli-Chalard, que je n'ai pas besoin de vous présenter. Merci Joël d'avoir accepté de parler. Je sais que ton emploi du temps est quand même extrêmement chargé et nous consacrer une demi-heure, une session pour discuter du SOPK, c'est une vraie chance. Donc, Joël va nous parler de l'infertilité dans les SOPK, puisque c'est quand même une problématique très importante qu'on rencontre fréquemment en consultation. Donc, merci à toi, Joël.
Eh bien, d'abord, merci à la Fédération et du Collège des gynéco-médicaux et merci à la Société française de gynéco. Et puis, merci à vous tous d'être là, parce que vous le savez, au nom du Collège, on veut vraiment vous remercier. Quand on a repoussé à moins d'une semaine avant, en janvier, devant la 5 ou 6e vague, je ne sais plus, on n'était pas très à l'aise, c'était un pari qui n'était pas gagné. Donc moi, je voudrais d'abord vous dire merci à vous tous. Vous êtes là, le ciel est bleu, le soleil brille, c'est super, merci infiniment. Et après, je vais quand même vous parler du sujet qui m'a été donné. Non, merci à vous. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et j'ai vraiment beaucoup apprécié les 2 topos précédents, donc je vais essayer d'éviter de me répéter. Par contre, je voudrais essayer de vous faire passer un message positif. Parce que c'est vrai que les femmes qui sont atteintes d'ovaires polykystiques consultent plus pour infertilité, qu'elles ont plus recours à l'AMP. On sait qu'elles arrivent dans nos consultations après la fameuse écho du radiologue complètement dévastée. Je ne tomberai, comme si on tombait, jamais enceinte, je ne serai jamais enceinte, je suis infertile, etc. Ce qu'on sait moins, et si vous devez retenir que 2 ou 3 choses de mon topo, c'est vraiment ça, c'est qu'à la fin de leur vie reproductive, elles ont exactement le même nombre d'enfants et au moins autant de fois un enfant que les témoins sans PCO. Donc bien sûr que c'est vrai que la fécondité est réduite, mais que les traitements utilisés, toutes les stratégies sont extrêmement efficaces et ça c'est ce que montrent toutes les données les plus récentes. Alors, je ne sais plus si on a une flèche, sinon on va utiliser ça, c'est pas très grave. C'est, regardez, à gauche, vous avez le taux cumulé d'avoir un enfant chez les femmes avec PCO ou chez les femmes sans PCO. Et vous le voyez, alors à gauche pour moi, donc pour vous à droite, vous voyez bien que c'est exactement la même chose. La probabilité d'avoir un enfant ne change pas si on a eu une PCO ou si on ne l'a pas à long terme et quand on tient compte de l'AMP. Bien entendu, vous voyez à côté que si on ne tient pas compte des traitements et des techniques d'AMP, les PCO l'ont moins. Mais je crois qu'il faut d'emblée rassurer les femmes. Alors, c'est vrai que sur la fertilité spontanée, on n'a pas énormément de données. L'étude de Holton, c'est une cohorte australienne sur 1500 femmes, mais seulement 113 qui disent être PCO, et c'est à propos de l'étude sur la contraception, mais on les interroge sur leur nombre d'enfants voulus, sur les nombres de grossesses involontaires, les fausses couches, les avortements, et vous voyez qu'il n'y a pas de différence à la fin en ce qu'elles soient PCO ou non. L'étude de personnes, c'est une étude plus récente aussi, avec un nombre de PCO qui est nettement plus important aussi. Et qu'est-ce qu'on voit? Que le taux et de grossesse spontanée, certes il est un peu abaissé, mais il est meilleur que ce que l'on dit récemment. Et en fait, c'est maintenant qu'on a ce message dans les années 20, 21, 22, alors que si on reprend la littérature, il y avait quand même des études qui allaient dans ce sens, mais dont on parlait peu. L'étude de 2009, par exemple, qui 91 PCO, 87 témoins, eh bien vous voyez, 86,7% des PCO et 91 de l'autre côté ont donné naissance à au moins un enfant. Alors bien sûr, c'est en tenant compte des traitements, mais c'est un point important. Alors ça, c'est vraiment la partie la plus importante de mon topo, parce que le reste, je crois que ce sont des choses que vous savez et qu'on a déjà évoquées. Bien entendu, la prise en charge la plus classique, on le sait, c'est le régime, l'activité physique, plus ou moins les adjuvants. Le citrate de clomifène, le drilling ou la stimulation et la Fivixie. Alors, comme il y a plein de choses bien connues, je vais seulement vous parler des données les plus récentes, donc des revues de la Cochrane 2019, 20, 21, et puis des recommandations de l'échelon. Alors, premier point, j'aime bien cet article de Philippe Merviel, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais nous sommes en général d'accord sur beaucoup de choses sur les prises en charge, et j'aimais bien ce qui était écrit. En cas de désir de grossesse chez une femme présentant une PCO avec anovulation, la première étape, c'est de ne pas s'occuper que de la femme et de son ovaire, de son ovulation, mais d'avoir la perméabilité tubaire et la qualité du sperme, ce qui est beaucoup trop souvent négligé quand on voit le nombre de femmes qui reçoivent du citrate de clomifène et dont on découvre après qu'il y avait quelques spermatozoïdes se battant en duel, voire des trompes bouchées. Alors, moi je suis parfaitement d'accord avec Philippe, je reconnais que l'Eshreux Guidelines n'a pas écrit exactement ça, puisqu'ils ont marqué sperme toujours à vérifier, et quand on lit trop vite, on voit vérification de l'état tubaire à discuter pour chaque femme. Mais quand on lit complètement la version longue, on voit qu'en fait, il faut la faire s'il y a des antécédents d'infection, de douleur, de chirurgie abdominale, d'IST, d'endométriose ou de suspicion. En gros, je maintiens qu'il faut toujours faire l'hystérographie avant de donner même le citrate de clomifène. Les mesures hygiéno-diététiques, tant Geoffroy que Christian en ont parlé, on ne va pas trop s'étendre, mais je voudrais quand même vous dire qu'il n'y a pas de preuves scientifiques évidentes, c'est ce qu'a signalé la Cochrane. Parce qu'en fait quoi? Il y a très peu d'études randomisées sur l'ovulation spontanée ou sur les taux de grossesse. Néanmoins,
Par contre, sur l'adiposité, sur l'hyperandrogénie, c'est clair que la perte de poids de 5 à 10% l'améliore. Et puis là aussi, je reviens aussi, donc c'est vrai que nos topos se recoupent sur ce qu'a dit Geoffroy. Nos PCO Candérel, mes PCO à moi du 92, dans la grande majorité des cas, on ne va pas leur demander de faire de l'exercice. En général, je leur demande même de limiter leur exercice et de ne pas dépasser les 20 à 30 minutes par jour ou les 3 heures max par semaine. Mais par contre, c'est vrai que chez les PCO obèses ou en surpoids, oui, les chances de naissance vivante sont multipliées par 2,5 si on applique les règles avant, pas c'est quand vous allez prendre le clomide que vous allez commencer les mesures hygiéno-diététiques, non, c'est avant. La chirurgie bariatrique, c'est vrai qu'elle a été évoquée, mais attention, ça reste pour les CHRE quelque chose d'expérimental. Je crois qu'on n'a effectivement pas assez de données pour le proposer systématiquement. Ah, la metformine, on arrive dans les choses intéressantes. Alors, metformine, myoinositol, il y a un nombre de discussions, je ne suis pas tout à fait aussi optimiste que Christian. Alors, on va prendre les choses uniquement dans les analyses scientifiques démontrées. Donc, pas dans les avis d'experts, là. C'est simplement, oui, la metformine, c'est sûrement mieux que le placebo. Bon, d'accord. Mais ça donne des effets secondaires. Ensuite, par rapport au placebo, donc, la metformine augmente le taux d'ovulation, les chances de grossesse, les chances de naissance, mais ça ne modifie pas le taux de fausse couche, les niveaux de preuve sont modérés et surtout, il y a une hétérogénéité selon le poids, parce que ce qu'a dit Geoffroy, c'est très important, mais je le dis tout de suite, on aimerait bien des études qui séparent systématiquement le poids et l'âge, et on en a très très peu. Ensuite, si on compare la metformine au clomifène, là, il n'y a pas de différence significative sur les taux de naissance vivante. Le clomifène est meilleur si le BMI est supérieur à 30 et la metformine serait meilleure si le BMI est inférieur à 30. Les autres adjuvants, l'acupuncture, il n'y a aucune preuve. Vous savez que les dames aiment beaucoup tout ce qui est nature. Les plantes médicinales chinoises, eh bien, on a le plaisir de voir qu'il y a même une Cochrane là-dessus qui dit, 2021, toute récente, il n'y a aucune preuve que les plantes médicinales chinoises améliorent les choses. Alors, sur le citrate de clomifène, je crois qu'il faudrait dire avant tout, c'est plus jamais à l'aveugle. On n'en peut plus de voir ces femmes qui ont eu 8, 9, parfois 9 mois, 1 an de citrate de clomifène, sans spermogramme, sans échographie, sans hystérographie. Je crois, et c'est sûr qu'il faut monitorer le premier cycle. Échographie, dosage de la progestérone en phase lutéale, discussion sur l'intérêt ou non du test postcoïtal, je crois qu'il sera redit cet après-midi dans la session infertilité. Moi, je pense que ça a un intérêt quand même, mais juste dans ce cas-là. Et les ovulations, tout le monde est à peu près d'accord, c'est à peu près 80% à 6 cycles, Cochrane, 50% de grossesse. Les anti-aromatases. Les anti-aromatases sont à ce jour, j'espère que ça va changer grâce à la pénurie de pergotine, clomifène, mais elles sont non autorisées en France. Si ça change, et c'est vrai que le collège, et Geoffroy pourra vous en reparler puisqu'il y a une commission à ce sujet, va intervenir, il faut bien savoir qu'il y avait des craintes de malformation qui ne sont pas justifiées dans les dernières études et que la Cochrane 2009 conclut que le taux de naissance est meilleur avec le létrozole qu'avec le clomifène. C'est donc un peu dommage d'en priver nos patients. On arrive dans les discussions, clomifène et metformine. Alors, ce serait, a dit Léchereux, mieux que la metformine seule. Jusque-là, c'est assez logique, en termes d'ovulation, grossesse et naissance. Pour certains, ça serait mieux chez les PCO obèses, toujours avec les mesures hygiéno-diététiques. Mais en réalité, il faut être tout à fait honnête, la dernière Cochrane conclut, ça n'est pas du tout sûr que rajouter du metformine au clomide, par rapport au clomide seul, ça améliore vraiment le taux de naissance vivante. Le drilling, il a été à la mode à un moment, c'est qu'il se fasse en cellio ou en fertiloscopie. Il est finalement assez peu fait en France et il est très équipe dépendant. Oui, c'est vrai, dans les 6 semaines qui suivent, il y a une baisse des androgènes, de l'amplitude des pulses de LH. Il y a une amélioration transitoire qui s'estompe après 6 à 12 mois et beaucoup des grossesses étaient obtenues en fait après stimulation de l'ovulation. La Cochrane 2020 montre que finalement c'est moins efficace que la stimulation en termes de naissance vivante. Je crains que cette Cochrane ne signe en fait la fin du drilling. Les gonadotrophies. Il n'y a que des choses classiques. Vous le savez, step-up chronique low dose, ovulation 70%, grossesse 20%, oui, mais risque de grossesse multiple. La Cochrane dit, est-ce qu'il faut utiliser une plutôt qu'une autre gonadotrophine? C'est incertain. Ce qui est certain, c'est que chez les femmes qui ont une résistance au clomifène, ou une résistance, pardon, j'enlève le mot résistance, un échec de grossesse, il y a plus de naissances si on fait ensuite des gonadotrophines, plutôt que de continuer avec le clomifène, sans augmenter les grossesses multiples. Alors, grande question, faut-il ou non associer les inséminations?
Je reconnais qu'on le fait beaucoup dans mon service, parce que ces femmes, elles ont un peu marre, elles ont envie que les choses aillent plus vite et que ça accélère. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, je crois que j'ai... Ah, pardon. Je voulais revenir, toc, 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 toc. Voilà, on le fait, ça marche très bien d'associer les inséminations, on gagne du temps. On en avait fait 98, donc on voulait aller à 100, mais je ne sais plus quel était le problème. Pour échec de citrate de clomifène, 23 naissances vivantes, donc c'est assez spectaculaire, 23,5 par insémination, 25% chez les femmes de moins de 35 ans, mais on avait quand même 17% de gémellaires, ce qui est un peu beaucoup et ce qui fait qu'on tend de plus en plus, nous, à passer à l'étape de la FIV directement. Alors sur la FIV, là encore des données très classiques. Il vaut mieux utiliser des protocoles antagonistes, pouvoir déclencher par agonistes, pouvoir tout congeler. Intérêt majeur, on va faire un transfert d'un seul blastocyste et donc on peut limiter les grossesses multiples. Et si on congèle tout, on évite l'hyperstimulation secondaire liée à la grossesse. Alors il y a beaucoup de ce que j'appelle des fake news, effectivement, qui circulent sur la FIV. Mais par contre, et les PCO, il y a des points qui sont certains. On utilise moins de gonadotrophine, c'est une certitude. La durée de la stimulation est plus courte que dans toutes les autres indications, c'est sûr. On a plus d'ovocytes que dans les autres indications, c'est sûr. Il se discute un peu plus si les ovocytes sont matures, on en a plus ou non. En réalité, comme on a de toute façon plus d'ovocytes, globalement, on finit par avoir plus d'ovocytes matures et la grande quantité d'ovocytes recueillis compense le fait qu'il y ait plus d'ovocytes immatures. Le taux de naissance vivante, il est, pour l'immense majorité des auteurs, exactement identique aux autres indications. Alors qu'a conclu Léchereux qu'en l'absence de contre-indication, en l'absence d'indication absolue à la FIV d'abord, on peut dire que la FIV, c'est la troisième ligne, 1, citrate de clomifène, ou anti-aromatase, puisque Léchereux c'est plus anti-aromatase, 2, gonadotrophine ou drilling, mais ça devient plus gonadotrophine, et 3, fécondation in vitro. Et il est bien signalé les avantages grâce au transfert de l'embryon unique. Alors l'endomètre, vous avez commencé à en parler un peu. C'est possible effectivement qu'il soit perturbé, sauf que, étant donné qu'on a une grande quantité d'ovocytes, et étant donné que la qualité ovocytaire finalement prime sur l'endomètre, on peut ne pas trop en tenir compte. Les traitements adjuvants, la metformine, il y a eu la mode, à un moment on a dit aussi la metformine ça va diminuer les hyperstimulations, en tout cas il est sûr qu'il n'y a pas d'évidence que ça améliore le taux de naissance. Et même, c'est aussi récent puisque c'est donc de 2020 cette Cochrane, peut-être que ça pourrait l'améliorer dans les protocoles longs, sauf qu'on dit qu'il ne faut pas utiliser des protocoles longs parce qu'on a plus d'hyperstimulation chez ces femmes, et que ça diminuerait le taux de naissance vivante chez les femmes en antagoniste. Donc franchement, je crois que c'est momentanément, et jusqu'à la prochaine étude, on peut l'oublier pour le moment. Les analyses justement sur l'inositol. Myoinositol, Cochrane 2018, très peu favorable, aucune preuve. Depuis la Cochrane, je n'ai pas l'enthousiasme positif de Christian, mais je reconnais que différentes publications récentes semblent montrer que peut-être ça peut effectivement améliorer l'ovulation, le spontané et la FIV en termes de qualité ovocytaire et de taux de naissance. Je dirais que là, il faut suivre l'affaire. La MIV, alors là, non, la MIV, l'ABM le montre bien dans nos derniers résultats, elle est peu utilisée et les résultats sont extrêmement faibles. Alors, ce que je vous ai dit, c'est en fait extrêmement classique. Mais on l'a signalé, et je crois que Geoffroy l'a bien dit, ce syndrome, il est très hétérogène. Les résultats selon le poids, vous ne les trouvez pas en général dans les études. L'insulinorésistance, exceptionnellement. Et il y a des sous-groupes plus péjoratifs, nous le savons bien, et qui sont mal identifiés dans la classification de Rotterdam. Et donc, l'idéal, ce serait qu'on ait en fait des prises en charge pour les PCO jeunes, pour les PCO âgés, pour les PCO minces, pour les PCO en surpoids ou obèses, et qu'il y ait toutes les combinaisons. Alors justement, un point qui m'est cher, c'est est-ce que les PCO vieillissent comme les autres ? C'est une question qu'on s'était beaucoup posée à Saint-Cloud, on pensait que non, et on l'a montré, puisque nos PCO vieillissantes, vous le voyez dans cette étude, les femmes de 40 ans à Sèvres-Saint-Cloud, c'était en moyenne, on a 10% d'accouchement, ça c'est comme le résultat de l'ABM est à 9% en moyenne en France, à 40 ans, on était à 10%, donc comme tout le monde, sauf que nos femmes PCO, elles ont 22% d'accouchement, pas de grossesse, d'accouchement, ce qui prouve bien qu'il ne faut pas avoir peur des PCO vieillissantes. Bien sûr, ce sont des PCO candérelles. On nous a dit aussi, ouais, mais vous avez 10% seulement pour les autres. Eh bien oui, mais c'est le taux moyen en France. Donc je crois que c'est clair que les PCO vieillissantes, c'est les seules femmes
de 40 ans dont on n'a pas du tout besoin d'avoir peur. Alors c'est vrai qu'il y a des hypothèses et de plus en plus d'articles sur ce sujet, d'un maintien de la fertilité avec l'âge, voire d'une restauration de la fertilité avec l'âge chez les PCO. Certaines études déjà anciennes montraient que elles entrent en ménopause plus tard que les autres, que le taux d'AMH baisse beaucoup moins chez ces femmes que chez les autres. Et regardez, il y a vraiment des études assez intéressantes dans ce sens. Là, on va peut-être un peu passer pour des raisons de temps, mais ces femmes, elles ont moins de risques d'insuffisance ovarienne prématurée que les autres. Cette analyse iranienne, elle est assez jolie, puisque la vie reproductive des femmes PCO, elle est prolongée en moyenne de 2 ans, et elles ont un âge de ménopause qui s'est prolongé de 2 ans. Là aussi, cette étude sur les PCO qui montre qu'il n'y a pas pour les femmes PCO l'association classique, le taux de naissance chute avec l'âge, on ne la retrouve pas là. Alors, obtenir la grossesse, oui, mais, donc ça a déjà été cité et par Geoffroy et par Christian, donc je ne vais pas analyser ou augmenter, mais c'est vrai que, ces femmes, elles ont plus de fausses couches, ça c'est une certitude, précoce et tardive, qu'elles ont une augmentation du risque de diabète gestationnel, et ça c'est très important de penser à le dépister, parce que ça n'était pas dans les critères du collège, et on reconnaît que c'est un oubli. Vous savez, quand on dit qu'il faut dépister le diabète gestationnel après 35 ans, quand on a un BMI supérieur à 25, si un premier enfant a été en surpoids, rajouter les ovaires polykystiques, c'est vraiment fondamental. Puis, comme ça a été dit, plus de prématurité, de prééclampsie, de fausses couches, de mort-née, de grossesse extra-utérine, et encore plus, bien sûr, en cas d'obésité. Mon message de ce jour, c'est qu'il faut rassurer les PCO ou les PCO sur leur fertilité. C'est rare qu'on soit optimiste, mais là, il faut le dire. La fécondité spontanée n'est pas nulle, nos thérapeutiques sont extrêmement efficaces, et surtout le mot qui fait le plus plaisir, vieillir n'est pas aussi grave côté fertilité que chez les autres femmes. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Joëlle. Eh bien, on y va pour les questions. Alors, ce que je vous propose, comme en fait, on n'a pas posé les questions après chaque orateur, c'est qu'on commence peut-être par les questions sur la physiopathologie, si on va oublier d'en parler. Bonjour. C'est un petit peu à cheval entre la physiopathologie et puis le deuxième topo. Moi, je suis médecin des champs et j'ai l'impression que j'ai un peu plus de profil d'OPK des villes avec des patientes minces. Et je suis un petit peu gênée quant à l'information et la physiopathologie que je dois apporter chez ces profils de patientes. Je suis un petit peu gênée pour leur expliquer les mécanismes d'insulinorésistance et donc de baisse de poids. Et j'aimerais un petit peu vos lumières à ce sujet. Alors, bon, d'abord, l'insulinorésistance, tout le monde est d'accord sur les insulinorésistance systémiques, c'est-à-dire de l'organisme entier, que l'on mesure soit bêtement par le tour de taille, soit par la GPO, soit par le HOMA test. Donc ça. Et puis, la question qui se pose est, est-ce qu'il y a une insulinorésistance ovarienne et non systémique dans certains OPK? Et là, on n'a pas la réponse. Et donc j'en parlais avec Geoffroy qui disait qu'ils allaient commencer une étude là-dessus. Et donc on aura la réponse dans quelques années, c'est-à-dire que est-ce que l'insulinorésistance est obligatoirement une anomalie systémique ou peut-elle être spécifiquement ovarienne? Et donc ça c'est un vrai débat. Deuxièmement, on vous a dit et redit que le diagnostic de SOPK est très difficile, souvent discutable. Et donc, parmi les femmes qui sont cataloguées SOPK, il y en a un certain nombre qui ne le sont pas. Et donc, comme l'a dit Geoffroy, et comme ça a été dit par l'auteur australien que je vous ai montré, le taux de SOPK en fonction des critères varie de 5 à 30%. Donc, c'est compliqué. Effectivement, je pense qu'il peut y avoir et très probablement des erreurs diagnostiques, mais malgré tout, quand je prends les critères de Rotterdam, j'arrive à en catégoriser beaucoup qui vont avoir les critères 2 sur 3. Alors très souvent des patientes avec des IMC aux alentours de 20, jeunes, qui ont des cycles longs. C'est surtout ça qui revient en tout cas dans ma pratique clinique. J'ai l'impression que je fais bien mes échos, je regarde le volume ovarien, je compte mes follicules correctement, et donc du coup j'arrive à les catégoriser dans les SOPK. Est-ce que pour vous aussi dans votre pratique, vous en avez beaucoup qui ne sont pas des syndromes métaboliques? Oui. Ouais. Moi j'en ai beaucoup. C'est une petite, peut-être 40% quand même.
Donc ça existe. Alors on est sur une physiopathologie qui est probablement un peu différente. Alors on n'a pas eu le temps de tout détailler aujourd'hui, mais il y a aussi dans le SOPK, on sait que l'élément fondateur, en tout cas c'est le professeur Dewey qui avait vraiment bien démontré ça, c'est une hyperandrogénie au départ qui est primitivement ovarienne. Et donc, c'est des cellules de la TEC, ça a été montré, qui sécrètent plus d'androgènes naturellement. Et donc, cette hyperandrogénie de base, elle peut tout à fait expliquer ces formes de maladies ovariennes pures, sans forcément anomalie métabolique associée, avec une vraie dysovulation, une vraie hyperandrogénie, et, comme vous l'avez dit, en faisant très bien votre échographie, des ovaires avec cet aspect PCOM très classique. Donc oui, ça existe, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, le SOPK, c'est un syndrome, donc ce que je disais tout à l'heure, il y a la maladie vraiment ovarienne pure, avec probablement cette hyperandrogénie, cette dysfonction de la granulosa, avec l'excès d'AMH, il y a les formes extrêmes très métaboliques, et puis il y a tout un continuum entre les deux. Et c'est ça qui rend les choses à la fois passionnantes, mais complexes. En tout cas, votre témoignage prouve qu'il n'y a pas la PCO, j'aime bien la formule quand même, mais je crois que des champs et la PCO des villes, mais plutôt les PCO Candérel et les autres finalement. Puisque j'ai bien compris que vous étiez médecin des champs, entre guillemets, quand même. Je suis de Haute-Savoie, donc je pense que j'ai beaucoup de sportives. Ah oui. Ah ouais. Encore un biais. Et voilà, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que si on voulait les stratifier, il faudrait les stratifier en fonction de la nutrition, du poids, des antécédents familiaux. Et c'est pour ça qu'on a tellement de mal à trouver une forme commune à tout ça. Et par ailleurs, donc, pour en rajouter, on en a dit un mot tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a mis en évidence des anomalies immunologiques maintenant dans le OPK, un petit peu comme dans l'endométriose, avec une augmentation de certains RNA, micro-RNA. Donc, pour l'instant, il y a encore beaucoup de travail pour arriver à répondre totalement à votre question. Mais c'est vrai que dès qu'il y a un surpoids, dès qu'il y a des stigmates d'insulino-résistance, j'allais dire, c'est plus facile à traiter que chez les minces, parce qu'on ne sait pas trop. Moi, on sait que 40% des femmes qui ont des troubles des règles ont des troubles nutritionnels. Il y a un papier de Fertile Stérile, je crois, qui montre que dès que vous commencez un régime, avant même de perdre du poids, vous avez des anomalies de la pulsatilité de la LH. Hein. Et donc, ça veut dire que les troubles nutritionnels, même s'ils ne se manifestent pas par des troubles pondéraux, peuvent générer des troubles de la pulsatilité de la LH. J'ai une question, du coup, peut-être pour Monsieur Robin, mais enfin à cheval aussi sur la physiologie. C'est plus pour les patientes et dans une démarche d'information, c'est très compliqué quand on fait beaucoup de gynécologie et beaucoup de diagnostics, effectivement. Je trouve qu'on manque d'un support là en 2022, un peu comme pour l'endométriose, où maintenant il y a des tonnes d'applications pour les patientes qui sont quand même bien conçues. Est-ce que vous connaissez, je ne sais pas, des supports de bonne qualité pour, certes, c'est notre rôle d'informer les patientes, mais je trouve que c'est, comme vous disiez, il y a une toxicité, une violence quand même de ce diagnostic. Moi, j'essaie de prendre en charge globalement mes patientes et j'ai conscience de l'aspect médecine préventive que ça représente. Et je trouve qu'on manque de support, alors que pour les autres pathologies, on a de plus en plus de support. Est-ce que vos services spécialisés font des supports de qualité pour qu'on puisse les informer et pas les affoler, mais en même temps leur permettre d'avoir accès à de la prévention alors, il y a une association des femmes SOPK, et puis je vais vous dire une chose, c'est que la semaine dernière, j'étais en vacances, et j'ai eu 3 coups de téléphone de femmes qui veulent créer des associations, des groupes, etc. Donc, ça commence à se faire très sérieusement. Et bon, après, je leur ai expliqué que c'était déjà très compliqué et qu'il fallait qu'ils aient des bons experts pour les aider. Parce que, mais en tout cas, oui, les associations de femmes s'y mettent sérieusement. Et il y a une des associations, je ne sais pas si elle est présente dans la salle, oui, d'accord, qui est là, donc très bien, que vous pouvez visiter à l'entrée, là où il y a tous les stands des associations, et qui ont des documents, enfin, tu permets, Christian, on peut leur donner la parole une seconde? Oui, bien sûr. Mesdames, elles sont tout au fond, tout au fond.
Alors en attendant, pour compléter, il y a des travaux actuellement sur des applications un peu à l'image de ce qui se fait dans l'endométriose, effectivement, pour des autodiagnostics, s'orienter, la probabilité diagnostique, alors avec tout ce que ça comporte comme peut-être limite parfois. Et surtout, j'avais été auditionné lors du plan national fertilité, et il y a vraiment, j'avais plaidé pour que finalement l'endométriose, elle est au moins aussi fréquente que le SOPK, globalement, ce que disait un peu Christian tout à l'heure, c'est quand même ce qu'on voit beaucoup en consultation, et qu'il faut absolument, pour ces patientes-là, qu'on ait des démarches, qu'on puisse mettre en place des plaquettes. Je pense que voilà, ça va se développer, et je pense qu'il y a une prise de conscience de beaucoup de professionnels. Ça va. Merci beaucoup. Du coup, en effet, ok. Donc on est une jeune association, on a environ 1 an, ça fait du coup 1 an en effet qu'on crée des supports sur l'association. Donc on a un dépliant qu'on pourra vous remettre à la fin si vous le désirez. Un dépliant qui est informatif. On travaille justement avec un comité scientifique, donc le docteur Peignet et le docteur Borges qui ne sont pas présents aujourd'hui. Notre but c'est de pouvoir justement, désolé, créer des supports en collaboration avec des professionnels et puis d'informer et de prévenir, de sensibiliser les patientes. Non, c'est bon ? Merci beaucoup. Cette fiche-là, elle est à destination des patientes ou... Le dépliant ? Oui, le dépliant, c'est pour les patientes ? Notre dépliant, il est à destination des patientes, mais aussi des professionnels qui veulent le mettre au sein de leur cabinet. On a des affiches aussi qu'on n'a pas là sur place, mais qu'on peut envoyer. Il y a certains professionnels qui sont venus vers nous. On peut aussi vous en envoyer sur vos cabinets, si vous le désirez. Et on en a aussi un bon paquet sur le stand. Voilà. Asso SOPK, pardon. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est une belle initiative en tout cas. Mais c'est vrai que c'est sûr qu'on a besoin d'outils, puisqu'en fait, avec les réseaux sociaux, les patientes parlent de plus en plus de SOPK, comme l'endométriose. Et à mon avis, après l'endométriose, on va parler de plus en plus, elles vont se positionner en disant on a fait un diagnostic, on va sous-diagnostic, etc. Donc je pense qu'il faut qu'on soit prêt à accueillir ces femmes qui vont se mettre en association et qui vont avoir beaucoup de questions à nous poser. Donc peut-être qu'il faut qu'on travaille sur l'élaboration, effectivement c'est une très bonne idée, d'une fiche à la fois pour les médecins et pour les patientes, extrêmement explicite, et puis surtout qui a pour but de les rassurer, surtout sur la fertilité, voilà, et sur une prise en charge au long terme. S'il vous plaît. Dans le schéma de physiopathologie que vous avez présenté, il y a un bras d'échiroinositol et un bras myoinositol. Et ce que j'ai compris, le bras d'échiroinositol est plutôt délétère. Qu'en pensez-vous des associations sur le marché, myoinositol, d'échiroinositol, qu'on nous vend, qui ont un meilleur effet sur l'ovaire micropolycystique ? Alors, voilà une très bonne question, parce qu'il y a eu plusieurs vagues, si je puis dire, d'utilisation des inositol. Et donc la première vague, c'était d'associer les deux, myo-déchiro, puis donner du myo-inositol tout seul, lié à la physiopathologie que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de démonstration il n'y a pas d'étude randomisée de l'un vers l'autre. Alors, je voudrais revenir une seconde sur ce qui a été dit tout à l'heure, ou ce que tu as dit en disant qu'il y a peu d'études sur le myo-inositol. C'est vrai. Mais il faut savoir, et il faut que vous le sachiez, qu'il n'y aura jamais d'études randomisées double aveugle avec des produits naturels. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de brevet sur les produits naturels. Donc il faut faire appel à des PHRC, comme ça va être le cas à Lille bientôt, et donc à des bonnes volontés universitaires. Donc la pauvreté de la bibliographie est en grande partie liée à des phénomènes financiers. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Donc, moi, la Cochrane qui me dit on n'a pas trouvé d'études randomisées, je trouve que ça ne m'étonne pas du tout, puisqu'il n'y en a pas, puisqu'il n'y a personne qui paye. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Alors maintenant, est-ce qu'on doit donner d'échiro plus myo ou myo plus d'échiro ? Il n'y a pas de réponse à votre question, et on peut prendre le problème dans les deux sens, parce qu'on peut dire que finalement les deux marchent pareil, ou
de dire que du moment qu'on donne du myo, le fait de rajouter du déchiro ne change pas le résultat. Donc je ne sais pas répondre à votre question, et je sais qu'en particulier au Maroc, il n'y a pratiquement que l'association myo-déchiroinositol. En Italie, il y a les deux, et en France, on est plutôt myo-inositol tout seul. Docteur Hamzi Liban, s'il vous plaît, en matière de FIV, est-ce que vous préférez d'ajouter avec l'agoniste pour induire l'ovulation une petite quantité d'HCG sans augmenter le risque d'hyperstimulation pour avoir des ovocytes matures en plus? On ne déclenche pas systématiquement par agonisme, ça dépend du taux d'estradiol. C'est fonction, si on a vraiment peur de l'hyperstimulation, effectivement on déclenche avec du DK01, sinon on déclenche classiquement avec l'HCG. Mais quand on fait le DK01, on ne fait pas du tout d'HCG et en général on congèle tout. Donc comme ça c'est le cycle d'après. Même une petite quantité d'HCG avec l'agoniste? On n'en fait pas du tout. Alors si on est vraiment inquiet, pas du tout. D'accord. Sinon on fait HCG normal. Okay. Tu fais la même chose? Pareil. Merci. En attendant la question, est-ce que Christian, tu prescris toi du myo-inositol chez tes patientes qui ont SOPK? Moi, systématiquement, oui, pour une bonne raison. D'abord, c'est que c'est très bien supporté. Et donc, par rapport à la metformine, donc quand on compare les deux, il faut vraiment, on ne peut pas avoir d'études en double aveugle, parce que dès que vous prenez de la metformine, vous le savez. Donc, c'est beaucoup. Donc oui, c'est particulièrement bien supporté. Deuxièmement, c'est un produit anodin, et c'est vrai, alors peut-être que c'est le hasard, mais moi, sur les règles, j'ai des résultats tout à fait spectaculaires, et sur les grossesses aussi. Alors, c'est... Bon, on dit que l'avis d'expert, c'est d'un avis de concierge. Je veux bien être un concierge parce que ça marche. Voilà. Oui, bonjour, Bérangère Sicot, Boulogne-sur-Mer. J'avais une petite question pour M. Robin. En fait, vous nous avez parlé de la technique de surface et après, finalement, qui s'exprime en volume. Et du coup, j'ai pas bien compris comment vous faisiez. Alors en fait, Sophie Jonard avait démontré que la surface ovarienne de l'ovaire dans son plus grand axe était un meilleur compromis sensibilité-spécificité pour définir un volume ovarien trop important. En fait, c'était meilleur que la mesure du volume en millilitres. Et donc du coup, on mesure toujours cette surface et on ne calcule plus d'ailleurs le volume ovarien. Et alors du coup, c'était la question du seuil. 5,5 cm². D'accord, merci. Ouais. Moi, je travaille avec Joël Kreka qui, lui, fait une reconstruction 3D systématiquement pour calculer son truc. Donc, c'est une autre technique. Et alors, deuxième question, si c'est possible. J'ai cru comprendre, finalement, en lisant les différents papiers, les recommandations sur les SOPK récentes, qu'on souhaiterait évoluer vers des structures d'hôpitaux de jour qui pourraient prendre en charge les patientes surtout dans le cadre de désir de grossesse, de fertilité, même pour la prévention, finalement, obésité, diabète gestationnel. En fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en place comme ça, une réflexion sur le plan national de développement, de déploiement d'hôpitaux de jour qui pourraient prendre nos patientes en amont, en prévention? Parce qu'en fait, on leur tient un discours culpabilisant, mais il va falloir qu'on leur offre des solutions pratiques, peut-être d'encadrement diététique, sportif, pour pouvoir qu'elles puissent atteindre leurs objectifs. Alors, ça existe dans certains hôpitaux, dans des services de nutrition, par exemple à Ambroise Paré, avec qui moi je travaille, mais ce n'est pas du tout du systématique et c'est exclusivement quand elles ont vraiment un BMI supérieur à 35. Et là, effectivement, sinon, à ma connaissance, non, au niveau national. En France, pour l'instant, il n'y a pas du tout d'unité spécialisée dans la prise en charge des troubles métaboliques du PCO. Alors, je voudrais remercier les trois présentateurs par la qualité des présentations et je voudrais remercier Dr Belaïch pour avoir vraiment mis le point sur le fait d'explorer une infertilité, que ce soit tubaire ou masculine, avant de vraiment incriminer le syndrome des ovaires polykystiques dans cette infertilité. Et une chose très importante, je pense que là, en 2022, il faudrait raisonner par rapport au phénotype,
parce que la réponse à la stimulation ovarienne est vraiment différente dans les 4 phénotypes. Et mieux que ça, le phénotype 3, où c'est un phénotype où il n'y a pas de dysovulation, n'est pas du tout considéré comme un facteur d'infertilité, parce qu'on voit beaucoup de confrères qui étiquetent syndrome des ovaires polykystiques. Pourtant, la patiente a des cycles parfaitement réguliers. Donc si on a un phénotype 3, il faut vraiment chercher autre chose avant de dire que c'est le syndrome qui est source d'infertilité. Merci. Vous avez tout à fait raison et malheureusement, il n'y a pas assez d'études scientifiques sur les différents traitements en fonction des différentes catégories. C'est une certitude. Il y a plusieurs papiers montrant que la prise en charge de l'hyperandrogénie est absolument majeure dans l'ovaire polykystique pour la fertilité, parce que le meilleur marqueur du risque de trouble de fertilité, c'est l'hyperandrogénie. C'est dans l'ovaire polykystique. Est-ce qu'on a montré qu'avec un amaigrissement, on baissait le seuil des androgènes, le niveau des androgènes? J'ai pas de réponse à cette question. C'est des papiers assez anciens, c'est Norman qui avait montré ça, qui est un Australien, un endocrinologue, qui a beaucoup travaillé sur les aspects métaboliques de l'OPK, et il avait vraiment démontré qu'avec la perte de poids, on observait une diminution de l'hyperandrogénie. Autant c'est difficile à prouver pour les grossesses, autant sur l'hyperandrogénie, c'est bien démontré. Déjà, le fait de faire maigrir les gens, on élève la SHBG. Si on élève la SHBG, on élève l'hyperandrogénie. Et puis, on diminue l'insuline et on diminue la production d'androgènes ovariens. Mais parfois, celles qui sont en aménorrhée, malgré un amaigrissement de 10 ou 20 kilos, elles ne récupèrent pas de cycle. Hein. C'est assez surprenant quand même. Oui, mais alors, bon, ça, il y en a certaines qui restent en aménorrhée. On est dans un autre débat qui est trouble du cycle et poids. Hein, c'est-à-dire qu'on sait que... C'est le sujet pour l'année prochaine parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors je ne me souviens plus de la revue, mais c'était une revue d'endocrino plutôt, où le fait même de commencer un régime avant même la moindre perte de poids perturbe la pulsatilité de la LH. Et ça, c'est la restriction aux lipides en fait. Les patientes anorexiques, elles commencent en fait à avoir des troubles du cycle à aménorrhée avant la perte de poids parce que c'est la restriction aux lipides qui a une action en fait au niveau hypothalamo-hypophysaire. Oui, mais là c'était chez des volontaires saines. On les met 8 jours au régime, elles perturbent le LH. Non, mais mais je pense que c'est par le biais des lipides, la restriction aux lipides. Oui, c'est. Ma question, bonjour, merci beaucoup pour vos topos qui sont très intéressants bien sûr. Mais là j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de fertilité. J'ai rien contre ça, mais moi je suis en cabinet, je reçois plein de jeunes dames, jeunes filles surtout, qui consultent pour hyperandrogénie, pour hirsutisme et pour acné évidemment. On peut détecter, c'est pas vraiment le vrai syndrome OPK. Donc on a une dystrophie ovarienne, moi j'appelle ça une dystrophie ovarienne, et de l'acné, peut-être un peu d'acné, mais beaucoup, surtout de l'hirsutisme. Au jour d'aujourd'hui, on sait très bien, on ne peut plus donner de l'androcure. On peut proposer la pilule, mais la pilule n'agit pas beaucoup. Là, je précise et j'insiste sur l'hirsutisme. Et on a exploré, il n'y a pas de problème. Bien sûr, on travaille en collaboration, on envoie chez l'endocrino. Et sur ce sujet-là, j'aimerais bien qu'on ait, si c'est possible, des recommandations et pour la conduite pratique, effectivement, pour la prise en charge de l'hyperandrogénisme concernant les gynécos et comment on peut travailler en collaboration avec les endocrinos parce qu'on ne peut pas les prendre en charge tout seul en cabinet. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Vous avez dit une pilule 3e génération. Quel type de pilule 3e génération qui pourrait agir sur l'hirsutisme? Alors, merci beaucoup. Simplement, pourquoi vous dites qu'on ne peut plus prescrire d'androcure? Parce qu'il y a les risques de méningiome et puis surtout l'histoire de la pilule de Diane 35. Vous savez très bien qu'on ne peut pas la prescrire en première intention. Ah non, mais l'androcure et le Diane 35 n'ont rien à voir. Hein. C'est 2 mg d'acétate de cyprotérone dans Diane et dans l'androcure, c'est 25 à 50 mg d'acétate de cyprotérone. Donc on parle pas du tout de la même chose. Et je tiens à rappeler, pour pas qu'il y ait de mauvaises informations, c'est que l'ANSM dit bien qu'on peut prescrire de l'acétate de cyprotérone si on est dans l'AMM de ce produit en respectant des instructions qui certes sont assez lourdes, mais moi je continue de prescrire de l'acétate de cyprotérone. Je rappelle simplement, d'après les données sorties par la cohorte EPIPHAR, c'est 0,2% des utilisatrices par an
au bout de 5 ans de traitement par Androcur à 50 mg qui vont avoir un méningiome, peut-être. Donc, sincèrement, il ne faut pas non plus rentrer dans une psychose par rapport à ça. Moi, je continue d'en prescrire, et en particulier parfois chez des femmes jeunes, parce que ça va répondre vite, et que les jeunes sont encore moins à risque de méningiome. Donc, ça reste un traitement qu'il faut envisager et qui fonctionne bien. Après, il y a la spironolactone qui peut être proposée en association avec, selon les facteurs de risque de votre patiente, une association œstroprogestative ou un progestatif seul. Mais globalement, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'alternatives et la prise en charge de l'hirsutisme. Alors, pour un hirsutisme minime, les œstroprogestatifs fonctionnent quand même, notamment ceux qui ont un climat, j'aime pas parler comme ça, mais anti-androgénique. Et puis, quand l'hirsutisme est modéré à sévère ou résiste aux œstroprogestatifs, là, on peut adjoindre soit de la metformine, soit sinon passer éventuellement sur l'acétate de cyprotérone, qui en plus, moi je le donne toujours avec de l'œstradiol par voie transdermique, en plus comme ça pour le risque vasculaire, c'est quand même mieux. Alors, pour ceux que le problème de l'hyperandrogénie, androgénisme intéresse, je vous encourage vivement à lire le dernier numéro de Genesis dans lequel il y a un article qui traite des hyperandrogénies et des médicaments qui sont à notre disposition aujourd'hui. Alors, je voudrais revenir sur les 3 hyperandrogénismes. L'acné est une maladie multifactorielle, à la fois androgénique, anatomique et inflammatoire, donc c'est assez peu spécifique. Deuxièmement, l'alopécie, il y a 2 types d'alopécie. Il y a l'alopécie androgéno-génétique qui touche l'homme. Et pourquoi l'homme? Parce que le niveau du scalp est le seul endroit où il y a des récepteurs des androgènes. Au niveau chez la femme, les chutes de cheveux sont souvent diffuses. Et on n'appelle plus ça, d'après un article du JCEM, on n'appelle plus ça l'alopécie androgénétique féminine, on appelle ça l'alopécie diffuse féminine, qui n'est pas androgéno-dépendante. Et ça, Evelyne Drapier-Fort l'avait publié il y a très longtemps. Et quant à l'hirsutisme, eh bien, il y a, pour développer un hirsutisme, 2 choses. Le niveau des androgènes, et en particulier des androgènes libres, ça c'est simple, mais le poil a un système de régulation de l'effet androgénique avec ce qu'on appelle des coactivateurs et des corépresseurs. Et quand on parle de la pilosité méditerranéenne en particulier, il y a un déficit démontré génétique méditerranéen, mais aussi dans d'autres pays, il y a un déficit du corépresseur qui est lié à une diminution des triplets CAG du corépresseur, enfin peu importe. Toujours est-il que l'hyperandrogénie, c'est à la fois hormonal, mais aussi à la fois individuel, avec des problèmes de réceptivité ou de comorbidité. C'est ce qu'on a dans l'hirsutisme idiopathique, notamment. On est dans les temps, je vous propose la dernière question. Dernière. Il y a une dame derrière. Non, c'est juste rapide. Le fait que certaines patientes n'aient pas forcément envie de se traiter. Là encore, dans une démarche de médecine préventive, c'est-à-dire les patientes qui ont un petit hirsutisme, alors je sais que tout est complexe et qu'il y a plein de profils, mais un hirsutisme accepté en tout cas, et qui sont jeunes, est-ce qu'on doit les pousser à quand même être traitées, en tout cas si elles n'ont pas, vous savez bien, toutes ces patientes qui ne veulent pas prendre d'hormones, etc. Est-ce qu'on doit avoir un discours pro-contraceptif, de donner des œstroprogestatifs ou un anti-androgénique, l'aldactone, ou est-ce qu'on doit respecter leurs souhaits? Est-ce qu'il y a un intérêt médical pour elles à traiter et à prendre la pilule? Si elles ont un hirsutisme et qu'il n'y a que ça comme symptôme, pour moi, il n'y a pas besoin de les forcer, et si elles ne sont pas gênées. Là où c'est un peu plus embêtant, c'est quand il y a un trouble du cycle sévère. Et ça a été montré dans la conférence de consensus d'Amsterdam, et là, c'était redit dans les conférences de l'Échereux. Les femmes SOPK qui ont un trouble du cycle sévère, c'est-à-dire une spanioménorrhée, voire une aménorrhée, et qui ne prennent pas de progestatif ou d'œstroprogestatif, seraient plus à risque de faire un cancer de l'endomètre après 40 ans. Voilà. 4 à 5 fois plus de risque. Et donc, moi, c'est vrai qu'une femme qui me dit « Je suis réglée 3 fois par an, j'aimerais bien un DU au cuivre », je dis « Pourquoi pas, mais j'aimerais bien que vous ayez un petit saignement de privation. » Alors, ce qu'ils demandent dans l'Échereux, dans ces cas-là, c'est de donner, par exemple, de la dihydrogestérone, du Dufaston, tous les 3 mois pendant 10 à 12 jours pour induire des règles, par exemple. Ah oui, je pensais qu'il fallait des œstrogènes, mais pas nécessairement. Du coup, non, c'est progestatif. Le progestatif pour le cancer de l'endomètre, oui. Mais encore juste un mot.
Ce qui est dangereux dans l'ovaire polycystique, en dehors de phénomènes de le supporter soi-même, c'est l'hyperinsulinisme. C'est-à-dire, c'est les risques de cancer et c'est les risques métaboliques. Donc si elles ne veulent pas traiter leur hirsutisme, je ne fais rien. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est dans le timing, donc c'est parfait. Merci encore aux 3 orateurs. Merci à vous et encore merci Joël pour ce très beau congrès. Merci à vous tous et bon appétit et bonne fin de journée. Bonne continuation.